tout de suite notre invité. Il est celui qui, malgré lui, a relancé il y a quelques jours le débat sur le port du voile des fillettes. Il fait partie de la majorité présidentielle ou de ce qu'il en reste aujourd'hui. On va lui poser la question. Que pense-t-il, pense-t-il, comme Sébastien Lecornu, qu'un compromis est encore possible pour sauver le budget dans un peu plus d'un mois, le budget 2026. Bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. Vous êtes le patron des députés du MoDem, 36 députés à l'Assemblée nationale. Un mot d'abord sur ce sondage qu'on commentait il y a quelques instants. Jordan Bardella donné vainqueur au premier tour et au second tour, quel que soit le scénario, quels que soient ses adversaires. Est-ce que vous êtes en train, vous, de vous préparer à laisser les clés de Matignon au RN en 2027 ? En tout cas, c'est pas de l'Élysée en l'occurrence, c'est pas la volonté qui est la nôtre. Après, je me mets à la place de ceux qui nous regardent et qui se disent, d'ailleurs vous l'avez très bien dit d'une certaine façon, et démontré, c'est les sondages à 18 mois, généralement c'est jamais ce qui se passe. Je pense que le sujet n'est pas tellement de savoir ce qui va se passer en 2027, c'est ce qui va se passer d'ici 2027. Et donc j'essaie de me concentrer, je dis pas qu'on n'est pas attentif à ça, mais l'objectif, pour éviter ces perspectives, et plutôt qu'on soit simplement les uns et les autres à commenter ce qui est une perspective, et ce qui est une hypothèse, le mieux, c'est d'essayer de se mettre au travail et de faire en sorte qu'on puisse trouver des solutions. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à réintéresser les Français. Moi, je trouve qu'ils sont singulièrement un peu très éloignés de tous ces sujets-là. Et qu'on leur parle du budget, c'est déjà difficile, mais qu'on leur parle de dans 18 mois, et quand vous regardez les sondages, Balladur devait être élu au premier tour, Juppé devait affronter Hollande. Tout ça n'a pas de réalité si loin. C'est la vertu d'un sondage du moment. On va tenter de revenir à la situation politique actuelle, mais quand même, quand vous voyez la situation justement depuis la dissolution, des gouvernements qui tombent comme des mouches, des budgets qu'on n'arrive pas à faire adopter, plus de majorité à l'Assemblée nationale, que peut encore faire Emmanuel Macron pour sauver ce qui reste de son quinquennat ? Il me semble qu'il faut qu'on continue à essayer de trouver... C'est vrai qu'il y a une rupture qui est la dissolution de 2027. Ça, je crois qu'elle n'a échappé à personne. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de majorité relative, et il n'y a pas de majorité alternative non plus. Ni relative, ni alternative. Et donc, l'exigence que nous devons porter, c'est de faire en sorte, parce qu'autour de nous, le monde tourne. La guerre à nos frontières européennes, les sujets de conflictualité commerciaux, les sujets de décrochement de l'Europe sur les sujets économiques. Et donc, le travail qu'on a à faire, et ça concerne aussi le président de la République, c'est ce qu'il fait d'ailleurs sur un certain nombre de sujets, c'est d'essayer de continuer à tracer un chemin d'un point de vue économique et donc d'un point de vue budgétaire. Est-ce que le plus simple pour remettre de l'ordre dans le pays n'aurait pas été de suivre le conseil d'Édouard Philippe, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron démissionne et laisse le temps aux Français de retourner aux urnes, de choisir un candidat, un programme et peut-être une majorité? Mais j'ai toujours été très défavorable à cette hypothèse. D'abord d'un point de vue institutionnel, parce qu'on ne gouverne pas un pays avec les sondages. Parce que s'il s'agit juste d'être populaire, voire d'être populiste, et qu'à chaque fois qu'il y a un moment sondagé, même s'il est assez long... Mais là, il n'y a ni les sondages, ni la majorité. Oui, mais très bien. C'est ça la différence. Je n'ai pas envie de bâcler l'élection présidentielle. Si on précipite les choses et qu'on fait comme on a fait d'ailleurs sur la dissolution, c'est-à-dire qu'on précipite des choses et qu'au fond on n'a pas tranché des sujets qui sont des sujets devant nous. Il faut qu'on tranche les sujets immédiats, mais il y a des sujets devant nous qui vont être très importants. Il me semble que la présidentielle mérite mieux qu'un mois et demi de campagne. Et donc c'est le travail que nous avons à faire, je le répète, c'est de faire en sorte qu'on essaie de remettre en route. Il y a quelque chose qui naît, j'espère qu'il aboutira, qui est une configuration qui nous oblige un peu à l'Assemblée nationale à faire ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire à dialoguer par-dessus les frontières partisanes. Ce qui, pour l'instant, n'a pas tout à fait... Mais c'est ce que je vous ai dit avec prudence. Je vous ai dit... Le vote du budget, quelle a été la position des députés MoDem? On s'est abstenu. On s'est abstenu. Pourquoi? Il y a eu un député, un seul, oui, qui a voté pour. Peut-être pour se distinguer. C'est-à-dire ce que vous préconisez depuis des mois, qui était aussi d'ailleurs la méthode de François Bayrou, aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. Oui, alors c'est un peu inexact. C'est pas pour regarder que le verre à moitié plein. Je suis quand même très lucide sur les choses politiques, vous en doutez, vous le savez. Mais on a réussi à faire voter la partie recette du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et les socialistes qui sont dans l'opposition ont accepté de voter. Les écologistes se sont abstenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré qu'il y avait un point d'équilibre qui n'était pas leur budget, qui n'était pas non plus le nôtre d'ailleurs, mais qui permettait d'aller au vote favorable. Bon. On a le même travail à faire sur la fin du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous reviendra du Sénat dans quelques jours. Et puis on a le projet de loi de finances. Parce que le projet de loi de finances, on ne peut pas s'abstraire de la responsabilité qui est la nôtre d'essayer de trouver un budget pour le pays. Pour l'instant, je reconnais assez volontiers que ça n'éclate pas aux yeux. Ça n'est pas spectaculaire. Mais je reconnais par ailleurs qu'il s'est passé quelque chose d'un peu nouveau, c'est qu'on arrive à un peu se parler, à essayer de comprendre la position de l'autre et à essayer d'atterrir. Pour l'instant, ça n'a pas atterri, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on n'est pas braqués les uns et les autres avec nos lignes rouges.
On va revenir sur la question du budget et sur la question de la taxe foncière. Vous allez nous dire si pour vous le gouvernement doit oublier son projet de réforme. Je le disais en vous présentant il y a quelques instants, c'est vous qui avez malgré vous relancé le débat sur le port du voile par les fillettes à l'Assemblée nationale. Vous aviez convié il y a quelques semaines un groupe scolaire dont des fillettes assez jeunes, moins de 10 ans, qui sont apparues voilées en tribune de l'Assemblée. Tout le monde se souvient de la polémique qui est née de leur présence et du fait qu'elles soient voilées. Est-ce que vous regrettez d'abord ? Non, ce que je regrette, c'est la polémique. Enfin, pardon, je n'ai enfreint aucune des lois de la République. Pardon ? Si des gens veulent changer la loi, elle pouvait être voilée à l'Assemblée nationale. On est dans un. Alors, il y a une. Je redonne le cadre de la loi. Oui. Elle pouvait être voilée parce que c'est la loi sur le voile à l'école. En revanche, c'est dans l'espace public. Le règlement de l'Assemblée nationale était ambigu. Qu'elle devait peut-être se découvrir. C'est très ambigu. Tout le monde a reconnu qu'elle était ambigu. Et c'est vous du coup qui avez relancé ce débat malgré vous. Pardon. Excusez-moi, c'est pas moi qui relance la polémique. Quand un député du Rassemblement national décide de prendre des jeunes filles ou des très jeunes filles en photo dans une tribune, en les exposant à la vindicte populaire sur un sujet dont on sait qu'il est très polémique, c'est une erreur. Je ne suis pas favorable au voile, je n'aime pas, je ne participe pas de cet éloge du voile. Mais en même temps, il y a des règles dans la République. On ne va pas s'abstraire des règles et décider de jeter à la vindicte populaire des jeunes. C'était des jeunes qui venaient de 2 établissements, un établissement de confession musulmane, un établissement de confession catholique. Mais vous voyez, je vais au bout. Ce sont des jeunes qui sont venus pour découvrir l'Assemblée nationale, qui sont venus pour parler, y compris de laïcité. Et le message que vous leur envoyez, c'est dehors. Mais qui peut prendre cette responsabilité-là dans la République ? Et donc, moi, j'ai une conception comment dirais-je, de légiste, si je peux dire, sur la question du voile. C'est autorisé, c'est autorisé. Et donc, cette espèce d'opprobre qu'on jette sur des jeunes filles, moi, me gêne. Je le dis très simplement. La loi, ce que je regrette, c'est la loi, mais rien que la loi, si je vous entends bien. Mais vous voyez, Marc Fesneau, que ce débat aujourd'hui, Laurent Wauquiez, par exemple, réclame l'interdiction du port. Mais dans quel pays on fait la police ? Dans quel pays on fait la police du Attendez, parce que je suis pas allé au bout de ma question, Marc Fesneau. Laurent Wauquiez dit aujourd'hui il faut interdire le voile avant l'âge de 16 ans, mais quelqu'un dont vous êtes plus proche, qui s'appelle Gabriel Attal, dit il faut interdire le voile en dessous de 15 ans. Lui aussi, il est en train de glisser. Mais moi, je me méfie des pays qui font la police du vêtement. Quand vous regardez les pays dans lesquels on fait la police du vêtement, ce n'est pas ceux que je montre en exemple. Deuxième élément, ça peut m'arriver d'être en désaccord avec Gabriel Attal. Troisième élément, il y a des éléments pratiques, c'est-à-dire que vous allez demander les papiers des gens pour dire t'as 14 ans, t'as 15 ans, t'as 16 ans. Mais moi, par exemple, vous considérez qu'à 9 ans, c'est une liberté de porter le voile ? Je ne peux pas juger dans l'intimité des uns et des autres, mais je ne crois pas que le voile soit seulement le symbole de la domination. Je pense qu'il y a bien d'autres endroits où il y a des symboles de la domination et que le sujet que nous avons, c'est d'intégrer, à toute fin et par tous les moyens ces jeunes. Si vous leur dites, tu ne peux pas sortir dans l'espace public avec ton voile, y compris parce qu'elle le porte comme une conviction, quand bien même ça puisse être sous l'influence des parents, vous leur dites quoi ? Vous leur dites de rester chez elles, en fait. Et vous trouvez que ça fait avancer la cause de la laïcité, la cause de l'émancipation des femmes ? Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. On l'a interdit à l'école, je dis c'était une vingtaine d'années. C'était d'ailleurs François Bayrou qui l'avait porté. Donc, oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour ça. C'était vous. Oui, mais à l'époque l'UDF, je crois. C'était l'UDF. Et à l'époque, ça a été interdit dans l'école publique. Ça n'est pas interdit dans l'école privée. Et c'est le point d'équilibre qui avait été trouvé, en disant quand il y a des confessions derrière, on ne peut pas interdire quelqu'un de porter un voile ou un autre signe distinctif, parce que je rappelle qu'en termes de signe distinctif, il n'y a pas que le voile. Parce que si vous ouvrez le débat sur le voile, vous ouvrez le débat sur tous les signes distinctifs religieux. Et c'est pas ma conception de la laïcité. La laïcité, c'est la religion ne vient pas imposer sa politique, mais la politique ne vient pas imposer aux gens la façon qu'ils ont de se comporter ou de croire ou de ne pas croire. Un sujet fiscal qui a entraîné pas mal de débats ces derniers jours. Bercy souhaitait remettre à jour ses fichiers, ce qui aurait eu pour conséquence d'augmenter la taxe foncière de plus de 7 millions de propriétaires en France. Est-ce que vous pensez qu'il est urgent de renoncer à cette augmentation ? Alors, pardon, il y a une vaste hypocrisie sur le sujet. Je suis un élu local. Les élus locaux, ils ont une commission qui s'appelle la commission locale des impôts directs, qui tous les ans se réunit et qui fait quoi comme travail ? Qui dit, je regarde telle maison, j'ai vu qu'il y avait des travaux, les travaux n'ont pas été déclarés, et donc je signale au propriétaire qui doit se mettre en conformité, parce que comment on calcule la taxe foncière ? On la calcule sur la valeur locative. Si ce bien-là, vous le louiez, ou si vous le louez, il a plus de valeur s'il y a 2 salles de bain qu'une. Alors attendez, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez. C'est un travail qui est fait en continu dans les collectivités. Et les collectivités... Et c'est Bercy qui a oublié de faire le travail ? Attendez, je finis. Oui. Bercy a décidé, pour le coup, de dire on le généralise, c'est-à-dire qu'on le fait à l'échelle globale. Moi, je l'ai fait dans ma commune, on a fait en 3 ans, on a écrit à tous les gens en leur disant est-ce que vous avez bien simplement une salle de bain ? Et c'est passé. Et c'est pas eu de fronde. Parce que
Vous dites aux gens, si vous ne déclarez pas la réalité, en fait, vous créez une distorsion entre les concitoyens. Parce que si vous dites que vous n'avez pas de salle de bain et que donc vous avez une taxe foncière... Celui qui vous a dit j'ai pas construit de salle de bain depuis 30 ans, vous êtes allé vérifier ou vous avez fait confiance à tout le monde? Bah, on fait confiance parce qu'on le fait avec les services des impôts. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il aurait fallu faire ça discrètement, laisser les élus le faire, plutôt que d'afficher... Mais théoriquement, ça se fait à bas bruit, sauf que c'est très long à faire comme travail, c'est un travail très fin. Les services fiscaux n'ont pas les moyens de faire dans toutes les communes parce que c'est un travail à la maison, hein. Et il y a par ailleurs un secret. Alors, maintenant, on fait quoi? Donc, on suspend, on oublie, il y a une question d'équité dans les citoyens. Si quelqu'un a une valeur locative qui n'est pas la réalité de la valeur de son bien, il échappe à un impôt qu'il devrait payer. Donc, ça n'est pas une augmentation d'impôt, c'est une régularisation d'impôt qu'on aurait dû payer. Deuxième élément, il y a une réunion demain, je crois, à Bercy. Vous plaiderez quoi? Moi, en tant que composant de la majorité, les associations d'élus locaux, moi, il me semble que puisque ça fait tant des mois et qu'évidemment tout le monde s'en saisit pour essayer de faire de la polémique, qu'on ne fasse pas d'un point de vue massif et qu'on essaie de regarder comment ça a été fait dans un certain nombre de départements pour que commune par commune les choses puissent se faire. C'est vrai qu'on est à 6 mois des municipales, et que personne ne veut prendre la responsabilité de remettre de l'ordre. Et on renvoie ça à l'après-présidentielle? Non, c'est pas l'après-présidentielle. Non. Attendez, vous me dites... On y a été trop fort et maintenant, quand je vous dis, on essaie d'écouter, vous me dites, vous n'y allez pas assez fort. Faudrait savoir, monsieur Fauvel, d'une certaine façon. Non, mais il ne faut pas abattre parce que c'est une question, d'équité fiscale. Il y a des gens qui ne payent pas la taxe foncière qu'ils devraient payer. Je dis pas que c'est des fraudeurs, mais enfin, c'est des gens qui ne payent pas l'impôt qu'ils devraient payer. Le voisin qui s'est mis en règle, c'est pas juste pour lui. Mais on entend que vous êtes plutôt pour un signal d'apaisement fiscal. La question mais ça n'est pas une augmentation des impôts. J'ai compris. C'est une régularisation des impôts. C'est des gens qui auraient dû parfois depuis 20 ou 30 ans. Quand vous avez des maisons dans lesquelles on dit j'ai pas l'eau courante et pas l'électricité, vous avez quand même un petit problème d'équité fiscale. Donc il faut pas en rabattre sur le sujet. Il nous reste 2 minutes. Vous n'étiez pas l'un des partisans les plus chauds quand Sébastien Lecornu a annoncé qu'il renonçait à utiliser le 49.3. Je confirme. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il est encore temps pour lui de revenir sur cette promesse faite au Parti Socialiste pour trouver une sortie de crise? Mais pardon, c'était pas une demande de Sébastien Lecornu, c'était une demande du Parti Socialiste. Je vous pose la question différemment. Si le Parti Socialiste, demain, dans quelques semaines, dit bon, finalement, on n'y arrive pas, on n'a pas envie de voter tout le budget parce qu'il y a des mesures qui ne nous plaisent pas, faites-le passer par 49.3. Est-ce que ça vous semblerait complètement scandaleux ou pas? Moi, pas du tout, puisque depuis le début, je dis, trouvez-moi l'outil qui permet d'acter un compromis quand le Parti Socialiste et d'autres disent, de toute façon, je ne voterai jamais le budget. Et ça, par exemple, vous en discutez avec Olivier Faure, lui avez suggéré, il en dit quoi? Pour l'instant, il n'en dit rien. Il dit que la demande initiale, c'était une demande de ne pas voter 49.3. Mais quelle était prêt à revenir sur cette demande? Quelle était la fin de l'argumentation? La fin de l'argumentation, c'était dire, laissez-nous faire, on est capable de se mettre d'accord. À la date où on se parle, on en a parlé au début de cette interview, il n'y a pas d'accord. Et par ailleurs, le Parti Socialiste, à juste titre, a réclamé d'avoir des gains sur le projet de loi de financement de la Sécu et sur le projet de loi de finances. S'il veut que les gains soient comptabilisés et qu'il ne veut pas voter le budget... Il n'y a que le 49.3. Je ne trouve pas d'autres outils dans la Constitution. Donc vous souhaitez que le 49.3 fasse son retour? Mais c'est un 49.3 qui n'est pas un 49.3 de contrainte, c'est un 49.3 qui permet... D'amour, de liaison, de compromis. Voilà. Ne mettez pas des mots importants sur des choses qui relèvent plutôt du débat politique. Bien qu'il y ait de l'amour en politique, n'exagérons pas. Mais ce serait un bon 49.3 en fait, si je vous écoute. C'est pas un bon 49.3. Je répète, si ça permet d'acter un compromis et que ça ne peut pas marcher par le vote, si vous avez une autre solution, je la prends, mais je ne la vois pas. Et ça permet de dire, je n'ai pas voté le budget, et ça permet de dire en même temps, j'ai obtenu telle et telle avancée. Et je crois que pour le Parti Socialiste, pour les écologistes, pour nous aussi, c'est important de dire, voilà ce qu'on a obtenu d'un cadre financier qui soit tenable quand même, parce qu'on a quand même des exigences avec des créanciers, et des avancées qui permettent de dire, j'ai été utile pour mon pays comme député. Et donc, si c'est pas un vote, mais moi je préférais que les socialistes disent, ok, c'est pas parfait, c'est pas mon budget, mais le 49.3, pourquoi pas, si c'est pas le budget qu'ils veulent voter. Message transmis à Olivier Faure. Merci beaucoup, Merci à vous. Marc Fesneau, d'être venu ce soir sur ce plateau.